Vous sentez-vous victime? Non. Que ressentez-vous? Qui est la Monica Lewinsky dont on ne cesse de parler dans cette affaire? Je pense que c'est une jeune femme qui a malheureusement commis certaines erreurs dans sa vie personnelle et qui les regrette. Mais c'est aussi une jeune femme qui s'est retrouvée dans une situation dont elle ne maîtrisait pas les enjeux. Clinton et Monica Lewinsky. Que s'est-il réellement passé entre les murs de la Maison-Blanche? Comment les ennemis du président ont-ils mis en place ce piège dans lequel il s'est jeté aveuglément? C'est sur le web, système encore très jeune à cette époque, et plus précisément sur le site de Drudge Report, que le scandale a éclaté. Nous allons enfin vous révéler la vérité. Nouvelle crise à la Maison-Blanche. Le président aurait une fois de plus eu une relation sexuelle inappropriée. Oh non. Ça a eu l'effet d'une bombe. Cette affaire a eu des répercussions incroyables. Quel poste occupiez-vous au début? J'étais stagiaire. Il n'y avait pas plus scandaleux, une stagiaire qui travaillait à la Maison-Blanche. Le président aurait eu une liaison d'1 an et demi avec une stagiaire de la Maison-Blanche à qui il aurait ensuite demandé de mentir aux autorités. C'était effarant. Y a-t-il eu conspiration à la Maison-Blanche? Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. On ne savait pas comment il allait réagir. Je n'aurais jamais imaginé que cette affaire prendrait une telle tournure. Jamais. Et qu'en est-il de l'histoire du string? Elle n'arrête pas de mentir. Deux questions se posent. Qui dit la vérité et quelles seront les conséquences pour Bill Clinton? L'histoire qui a abouti à la procédure de mise en accusation de Bill Clinton commence à la réception d'un hôtel de Little Rock, dans l'Arkansas. C'était des années avant qu'il devienne président des États-Unis. Le procès opposant Paula Jones à Bill Clinton va s'ouvrir. Bill Clinton avait été accusé de harcèlement sexuel. Paula Jones était une fonctionnaire de l'État de l'Arkansas. Elle avait travaillé lors d'une conférence au cours de laquelle Bill Clinton, alors gouverneur, s'était exprimé. Elle a déclaré avoir été conduite à la chambre du gouverneur par un membre de la sécurité. Et elle y a retrouvé Bill Clinton, qui lui a fait des avances sexuelles alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Selon les allégations, Bill Clinton aurait eu à de multiples reprises un comportement obscène. Il m'a tiré vers lui et il s'est mis à passer sa main entre mes jambes. Et il a essayé de m'embrasser dans le cou. Après s'être assis sur un canapé, il a exposé ses parties intimes et lui a demandé de les embrasser. Et qu'avez-vous fait? Je me suis tout de suite levée. Je lui ai dit que je n'étais pas ce genre de fille et que je voulais partir immédiatement. Le 6 mai 1994, nous avons porté plainte contre le président des États-Unis au nom de Paula Jones en raison d'actes que nous considérons comme des atteintes à la personne. C'est une affaire où la réputation et l'intégrité d'une femme ont été bafouées et où il y a eu abus de pouvoir. Paula Jones réclame 700 000 $ de dommages et intérêts. Bill Clinton a immédiatement nié avoir eu un tel comportement. Son entourage a brossé un portrait peu flatteur de Paula Jones, en affirmant que c'était une femme issue de la classe populaire qui cherchait à devenir riche et célèbre. On touche le fond avec cette plainte grotesque guidée par des avocaillons. L'un des procès contre Michael Jackson venait de se terminer. Et au tribunal, la partie civile avait donné une description extrêmement précise du pénis de Michael Jackson. Alors les avocats de Paula Jones ont décidé d'adopter la même tactique. Pour éviter de tomber dans une situation où on aurait eu la parole de l'un contre la parole de l'autre, j'ai demandé à Paula Jones si les parties génitales de Bill Clinton avaient une particularité. Ce qui a principalement eu pour conséquence de plonger le président des États-Unis dans un grand embarras. Honnêtement, ça ressemblait beaucoup à une stratégie de diffamation particulièrement perverse. Le procès a duré très longtemps. On avait l'impression que ça ne finirait jamais. Pendant plusieurs années, les deux parties ont enchaîné les manœuvres juridiques. Plusieurs fois, l'affaire aurait pu être réglée à l'amiable, mais Hillary s'y est toujours opposée. Elle ne voulait pas que le mandat présidentiel de son mari soit entaché de cette façon. Peu de temps après sa réélection en 1996, Bill Clinton m'a fait venir dans le bureau ovale et m'a dit «
Tu sais, certaines personnes disent que je devrais régler ce procès à l'amiable. Je lui ai répondu qu'effectivement, il avait tout intérêt à mettre un terme à cette affaire. Son mandat se passait bien, il venait d'être réélu, il n'avait aucune raison de poursuivre la bataille. Mais finalement, il ne l'a pas fait. Bill Clinton a commis une erreur en faisant traîner cette histoire. Tout ce qui a eu lieu par la suite de l'affaire Lewinsky à l'impeachment ne serait pas arrivé s'il était parvenu à un arrangement avec Paula Jones. Je me souviens de cet échange que j'avais eu avec Joseph Camarata, quelques années après que l'affaire avait finalement été classée. Je lui avais dit qu'il y avait peu de chances qu'on puisse un jour prouver la culpabilité de Bill Clinton, à moins que des femmes ayant vécu des expériences similaires à celles de Paula Jones décident de rompre le silence. Il m'avait répondu « Et si c'était déjà le cas ?» Je lui avais dit « N'hésite pas une seconde. » Un jour, j'ai reçu un appel d'une femme qui ne voulait pas me donner son nom. Mais elle m'a expliqué qu'elle avait subi les mêmes choses que Paula Jones. Quand Joseph m'en a parlé, j'ai mené ma propre enquête sur cette femme. Et j'en ai conclu qu'il s'agissait très certainement de Kathleen Willey. Kathleen Willey était une amie de Bill Clinton. En 1993, elle a sollicité son aide pour obtenir un poste. Et quelque temps plus tard, elle a déclaré qu'il avait essayé de profiter de la situation. Il m'a prise dans ses bras, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Il a toujours été comme ça. Mais ça a duré un peu trop longtemps. Et il a eu un comportement qui n'était pas du tout approprié. Quand j'ai rencontré Kathleen, je lui ai demandé s'il y avait d'autres personnes à qui elle en avait parlé. Et elle m'a répondu qu'en effet, il y avait une femme travaillant à la Maison-Blanche à qui elle avait tout de suite raconté ce qui s'était passé. Il s'agissait de Linda Tripp. Il m'a expliqué que Kathleen Willey m'avait cité comme témoin au moment de porter plainte contre le président pour harcèlement sexuel. Linda Tripp m'a dit « Vous êtes sur la bonne piste, mais vous n'avez pas la bonne personne. » Et elle s'est mise à me parler d'une jeune femme qui avait fait un stage à la Maison-Blanche et qui avait eu une liaison avec le président des États-Unis. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à y croire. Ça me paraissait improbable, mais j'ai voulu en savoir plus. Elle est arrivée à Washington en 1995. Le petit-fils d'un ami de mes parents avait fait un stage à la Maison-Blanche. Et il s'était dit que ça pourrait me plaire. Aviez-vous déjà travaillé dans le milieu politique lors d'une campagne? Non. Monica Lewinsky était fascinée par le fait de travailler à la Maison-Blanche. C'est un honneur immense pour la plupart de ceux qui y font un stage. Monica Lewinsky a étudié la psychologie au Lewis and Clark College, dont elle est sortie diplômée en 1995. Certains de ses anciens collaborateurs parlent d'une jeune femme sympathique, d'autres d'une personne instable. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Elle savait où elle voulait aller et elle travaillait très dur pour y arriver. Je l'ai rencontré pendant l'été, lors d'une cérémonie qui s'était tenue à la Maison-Blanche. Quelqu'un vous a présenté? Non, il est venu nous voir. C'était la première fois? Oui, la première. Et il se trouve que quand on s'est rencontrés à la cérémonie, il a eu un certain... Regard? Voilà. Monica Lewinsky a raconté qu'elle avait eu droit à ce qu'elle appelait la spéciale Bill Clinton, qu'il l'avait déshabillée du regard, une lueur bestiale dans les yeux. J'étais encore en stage à ce moment-là. Et vers la fin de l'automne, j'avais décroché un poste à temps plein. On était en novembre, au moment où les activités gouvernementales se sont arrêtées. Le gouvernement américain vient de suspendre ses activités. L'interruption devrait durer 44 heures. Cet arrêt des activités était le résultat d'un affrontement entre le Congrès, contrôlé par une majorité républicaine, et le président, qui était démocrate. Ce qui a augmenté la charge de travail des stagiaires.
À ce moment-là, Monica Lewinsky travaillait pour le chef de cabinet de la Maison-Blanche. Un jour, elle a laissé entrevoir son string au président Clinton. Le soir même, elle avait un premier rapport intime avec lui. En flirtant avec le président comme elle l'a fait, en lui laissant voir ses sous-vêtements, elle a montré qu'elle savait parfaitement ce qu'elle voulait et qu'elle comptait bien parvenir à ses fins. Si le président Clinton lui avait demandé d'arrêter, l'histoire en serait restée là. Mais leur liaison ne faisait que commencer. Y a-t-il un moment où vous vous êtes dit, quand même, c'est le président? Mais j'avais 22 ans, j'étais très jeune, je n'avais pas réfléchi à tout ça. Il y avait cet homme charismatique et puissant qui se tenait devant moi et qui me faisait comprendre que je l'intéressais. Je me suis tout de suite sentie attirée. Et je pense que je me suis laissée subjuguer par l'immense pouvoir que possède le président des États-Unis. Vous avez eu vos premiers rapports intimes? Êtes-vous tombée amoureuse après ça? Au début, non. Mais c'est venu avec le temps. Close up and was with him alone, I saw somebody totally different than I had expected to see. And that's the person I fell in love with. Quand on lui a demandé ses raisons, Bill Clinton a répondu « parce que je le pouvais ». Leur rencontre avait lieu à différents endroits de la Maison-Blanche, dont le bureau ovale. Il y avait aussi des appels téléphoniques, parfois en pleine nuit. Ils se retrouvaient à des moments totalement inopportuns. Vous arrivait-il d'être avec le président pendant qu'il s'occupait des affaires de la nation, ou qu'il était au téléphone avec d'autres personnes? Oui. Ce serait même arrivé alors qu'il parlait avec Dick Morris, son conseiller. Comment l'avez-vous pris? Je m'étais dit que Bill Clinton devait vraiment avoir un ego démesuré pour se laisser aller à un tel comportement alors qu'il était à la tête du pays. Le plus incroyable dans cette affaire, c'est que leur liaison s'est transformée en une véritable relation. Ça a duré des années. Monica Lewinsky est allée jusqu'à faire paraître un message de Saint-Valentin dans le Washington Post en 1997, 2 ans après leur première rencontre. C'était beaucoup plus qu'une simple aventure. Et il se faisait beaucoup de cadeaux. Une broche, des lunettes de soleil. Bill Clinton est allé jusqu'à lui offrir un recueil de Walt Whitman, Feuilles d'herbe, qu'il avait déjà offert à Hillary. On a du mal à imaginer qu'il se soit permis de faire tout ça, surtout à une époque où il était en plein procès contre Paula Jones. Il jouait avec le feu, et ça depuis le début. J'ai vite compris ce qui risquait d'arriver. Je savais que dès l'instant où nous ne serions plus en contact, elle parlerait de ce qui s'était passé. C'était inévitable. Je le voyais dans sa manière de penser. Vous en aviez déjà parlé? Oui, j'avais des amis qui étaient au courant de notre histoire. Et Linda Tripp? Linda Tripp aussi, oui. On a très vite découvert que Monica Lewinsky était un sujet de conversation récurrent à la Maison-Blanche. Beaucoup trouvaient qu'elle était trop proche du président. Evelyn Lieberman, l'adjointe du chef du cabinet à cette époque, ne l'aimait pas du tout. Et je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, oui. À partir d'avril 1996, il a été décidé qu'il fallait l'éloigner de Bill Clinton. Elle a donc été envoyée au Pentagone. Et c'est à partir de là que tout a dérapé. Où avez-vous rencontré Monica? Au Pentagone. C'était de la maltraitance sur enfant. On vous dira qu'il y avait un consentement mutuel, mais ce n'est pas vrai. Et il a tout fait pour que ça ne se sache pas. Tout. Mais elle était majeure. Elle avait 21 ans. J'ai des enfants qui ont cet âge-là, et croyez-moi, Monica était loin d'être une adulte, même si elle avait 21 ans. C'était une enfant, et comme une enfant, elle était aux prises avec des émotions instables et contradictoires. Linda Tripp était une femme assez particulière qui n'était visiblement pas là par hasard. Elle avait travaillé à la Maison-Blanche pendant le mandat de George Bush père, jusqu'à ce qu'il soit battu par Bill Clinton. Elle ne portait pas le nouveau président dans son cœur. Elle ne s'en cachait pas vraiment. L'administration Clinton l'a envoyée au Pentagone, ce qui ne lui convenait pas. Elle n'avait aucune envie de travailler là-bas.
Elle n'était pas la seule dans ce cas, et un certain nombre d'anciens employés de la Maison-Blanche avaient écrit des livres à succès dans lesquels ils dénigraient les Clinton. L'idée plaisait à Linda. Elle en a parlé à Tony Snow, qui est devenu porte-parole de la Maison-Blanche par la suite. C'est lui qui a arrangé une rencontre entre Linda Tripp et l'agent littéraire Lucian Goldberg. Pour moi, Linda Tripp était la bureaucrate zélée par excellence. Lucian Goldberg a toujours porté un intérêt particulier aux auteurs conservateurs. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, ce sont les potins, les ragots, les scandales. Sur ce plan-là, Linda Tripp était une véritable aubaine pour elle. Je ne suis que son agent. J'ai eu accès à certaines informations et visiblement le monde entier avait envie de les entendre. Monica rencontrait Linda au Pentagone. Linda était plus âgée et plus expérimentée qu'elle, et la jeune femme lui demandait souvent des conseils. Il arrivait qu'elles se voient, mais elles échangeaient surtout au téléphone. Vous l'appréciez? Beaucoup. Beaucoup. Comme une amie? Non, mes amis sont merveilleux. Linda Tripp n'a rien d'une amie. Je ne saurais pas dire quelle a été ma plus grande erreur. Commencer ma relation avec le président ou dire à Linda Tripp que j'ai eu cette relation. Ça se vaut pour vous? Oui, je pense que c'est au même niveau. Linda est devenue la confidente de Monica. Elles se sont rapprochées petit à petit, et la jeune femme s'est mise à lui donner de plus en plus de détails. You know, I've been in a very unusual situation, and I've been exposed to matters that most people have not been. I'll say. Linda Tripp voulait vendre cette histoire à Lucian Goldberg pour donner de la visibilité à son livre. Have you talked to her about going public with this? Well, then what can you do with it? Well, because of all the dates and the times and the phones and the records. Yeah, but you realize the press will destroy her. Mon travail consiste à faire vendre des livres. J'ai fait tout ce qu'il était en mon pouvoir pour que cette histoire soit publiée et pour prendre mon cachet. C'est tout ce qui m'intéressait. C'est comme ça, c'est mon métier. I'm very interested in this, needless to say. I mean, my tabloid heart beats loud. If you're ready to go ahead with this, you have to be ready to lose her as a friend. I have already made that decision. J'ai expliqué à Linda que j'avais besoin de preuves concrètes. Sa seule parole ne suffirait pas. Je lui ai conseillé d'enregistrer ses coups de fil avec Monica, mais elle ne savait pas comment faire. Et je lui ai dit, allez dans un magasin d'électronique, demandez un enregistreur premier prix et ils vous diront comment l'utiliser. Mais Linda a eu beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que c'est une pratique illégale dans l'État du Maryland. C'était ma faute, même si je ne pouvais pas le savoir. Ces appels étaient interminables. Il y a des heures et des heures d'enregistrement. Et on entend Monica Lewinsky se plaindre à propos de son petit ami, Bill Clinton, qu'elle surnomme le sale type. I got the creep a tie. Oh, please. I know. It was $20 at Marshall. And I'm like, it's just fake. Now you can pay homage to me if you want by having a work week in which you wear one of my ties every day. Linda Tripp détient la palme de l'ami qui vous trahit, qui vous met en confiance pour vous poignarder dans le dos. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'inciter Monica à lui raconter les détails les plus intimes de sa relation, pour les utiliser à des fins personnelles. Well, I guess you can count the big creep in a sort of half-assed way. Not at all. I never even came close to sleeping with him. Why, because you were standing up? We didn't have sex, Linda. We didn't have sex. Well, what do you call it? We fooled around. Oh. Sex? I don't know. I think if you get to orgasm, that's having sex. No, it's not. Yes, it is. No, it's not. It's not having sex is having intercourse. You've been around him too long. That's his rationale. Je pense qu'elle ne s'est jamais sentie coupable, parce qu'elle voyait beaucoup plus loin que cette affaire. You and I have a good friendship and stuff, and I consider you a good friend. Le 28 février 1996, Monica a rendu visite au président, et elle portait ce qui est sûrement devenu la robe bleue la plus célèbre de l'histoire. Après cette rencontre, il y avait des taches de sperme sur sa robe. Comment en êtes-vous arrivé à parler de cette robe?
Elle m'a fait venir chez elle pour que j'essaie des vestes dont elle ne voulait plus. Et c'est là qu'elle a sorti la fameuse robe pour me la montrer. C'était une petite tache. Non, il y en avait partout. Un jour, Linda Tripp m'a appelé pour me parler d'une robe bleue appartenant à Monica Lewinsky. Une robe sur laquelle il y avait des taches qui pourraient prouver que tout ce que Monica lui avait raconté était bel et bien vrai. Elle se demandait si elle devait récupérer cette robe, mais je ne voyais pas ce qu'elle en ferait. Elle voulait me la donner, mais pourquoi faire? Linda m'en a parlé au détour d'une conversation, l'air de rien. Elle m'a expliqué que Monica voulait la faire nettoyer et je lui ai dit ne la laisse surtout pas faire ça. Linda n'ayant aucune connaissance en médecine légale, elle ne savait pas s'il était encore possible de faire des analyses. Elle a donc appelé Lucienne Goldberg pour lui poser la question. Lucienne n'en savait rien. En revanche, elle connaissait l'inspecteur Mark Fuhrman, avec qui elle avait travaillé. Il avait notamment enquêté sur l'affaire O.J. Simpson. Si quelqu'un pouvait répondre à la question, c'était bien lui. Lucienne Goldberg lui a donc demandé s'il était possible de faire analyser une robe qui avait été tachée il y a longtemps. Et il lui a dit oui, que c'était possible. Et Lucienne a aussitôt appelé Linda pour lui dire qu'il fallait garder la robe en l'état. I know how you feel today, and I know why you feel the way you do today. But you have a very long life ahead of you, and I don't know what's going to happen to you. I would rather you had that in your possession if you need it years from now. That's all I'm going to say. I don't trust the people around him, and I just want you to have that for you. What for, though? I don't know, Monica. It's just this nagging, awful feeling I have in the back of my head. Vous êtes-vous déjà dit que si Linda Tripp ne vous avait pas dit de conserver cette robe, le président Clinton serait encore en train de nier les faits à l'heure actuelle? D'une certaine manière, Linda Tripp ne vous a-t-elle pas aidé? Je ne sais pas. Je pense que je n'arriverai jamais à voir les choses de cette façon. Il aurait nié sinon. Bien sûr. Le 24 mai 1997, Bill a annoncé à Monica que c'était terminé. Le président vous a-t-il appelé? Elle serait partie sans rien dire si le scandale n'avait pas éclaté. C'est une période difficile pour moi. Mais j'essaie de faire de mon mieux, malgré la situation. Une situation dont vous êtes partiellement responsable. Bien sûr, et j'en ai conscience. Je reconnais tous mes torts. Je sais que je suis en partie responsable de ce qui s'est passé. Vous regardez Révélation, je suis Hill Harper. En 1997, l'aventure de Bill Clinton et de Monica Lewinsky dure depuis plus d'1 an. Mais il devient de plus en plus difficile de garder le secret, car le procès pour harcèlement sexuel intenté par Paula Jones contre le président est toujours en cours. Et ses avocats ont obtenu le droit d'interroger d'autres victimes potentielles. Personne ne le sait encore, mais l'histoire de Paula Jones va permettre de dévoiler la liaison du président avec Monica Lewinsky. Une révélation qui sera synonyme de désastre pour Bill Clinton. It has been made clear to me that there is no way I'm going to be able to come back to the White House. Le 24 mai 1997, Bill a annoncé à Monica que c'était terminé. Voyant que son aventure avec le président ne mènerait nulle part, Monica Lewinsky devait trouver une issue. Et elle a dit qu'elle souhaitait aller à New York. Vernon Jordan vous a-t-il aidé à obtenir un poste là-bas? Oui. Elle a fait appel à Vernon Jordan, un proche de Bill Clinton. He's thinking to himself, I'm going to take this girl and I'm moving her, and the reason I'm moving her is because she was my girlfriend. I'm afraid to hear him say, yes, of course I'll do that, and then him not do it. Bill Clinton voulait lui faire plaisir. Elle serait partie sans rien dire si le scandale n'avait pas éclaté. Le procès de l'affaire Paula Jones venait de connaître un nouveau rebondissement. Désormais, d'autres femmes pouvaient témoigner. Le juge venait d'accorder aux avocats de la partie civile le droit de faire comparaître des femmes travaillant ou ayant travaillé à des postes de fonctionnaires d'État. La condition, c'était que leur témoignage ait un lien avec les allégations de harcèlement sexuel à l'encontre de Bill Clinton.
C'est à ce moment que Linda Tripp a mis les avocats de Paula Jones sur la piste de Monica Lewinsky. Ils ont donc ajouté les noms des deux femmes sur la liste des témoins potentiels. Vous les avez contactés? Non. Je les ai aidés à me trouver. Vous pourriez nous en dire plus? J'ai expliqué à Lucien Goldberg que s'il me contactait, je leur offrirais ma coopération. On a fini par comprendre que les avocats de Paula Jones bénéficiaient d'une aide extérieure. Ils étaient soutenus par un réseau d'avocats affiliés au Parti républicain. En général, je les appelle les elfes. Parmi eux, il y avait Ann Coulter, très connue pour ses idées conservatrices. Il y avait aussi un homme de loi du nom de George Conway. Il est marié à Kelly Ann Conway, qui a participé à la campagne de Donald Trump avant de devenir sa conseillère. Ces personnes travaillaient en secret avec les avocats de Paula Jones. Et ils ont fait en sorte que l'histoire de Monica Lewinsky se retrouve liée à celle de Paula Jones. Ces personnages ont très vite compris que les informations que détenait Linda Tripp sur Monica Lewinsky devaient se retrouver au plus vite entre les mains des avocats de Paula Jones. C'était un moyen de semer le chaos autour de Bill Clinton. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bob Bennett, l'avocat de Bill Clinton, avait dressé une liste de noms susceptibles d'être cités lors du procès. Celui de Monica Lewinsky en faisait partie. Et Clinton a commis une grave erreur en disant « Vous pensez que je suis assez idiot pour me compromettre avec ce genre de personne ?» Très bonne question. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'un piège politique parfaitement orchestré, visant à faire tomber le président. Le président vous a-t-il appelé le 17 décembre au matin? Oui. Et que vous a-t-il dit? Quel était l'objet de son appel? Que j'avais été citée comme témoin dans l'affaire Paula Jones. J'ai reçu ma citation à comparaître au mois de décembre. Et quand je me suis rendu compte que Linda Tripp devait elle aussi témoigner, j'ai vraiment commencé à paniquer. Ce qui m'inquiétait surtout, c'est que le document mentionnait une broche. C'était très étrange. Ça m'a alertée. Le document parlait d'une broche qui était l'un des cadeaux que Bill Clinton avait offert à Monica. Et elle a aussitôt commencé à se demander si quelqu'un avait parlé de sa liaison avec le président aux avocats de Paula Jones. Elle a confié ses inquiétudes à Linda Tripp, sans se douter qu'elle s'adressait à celle qui l'avait trahie. There's no one that would do this to me, and no one that knows anyone that would even, you know what I mean? Oh my God. Elle n'a jamais arrêté d'échanger avec Linda Tripp. Elle était persuadée qu'elles étaient amies. Someone has told them something. Now, do we think that that's a little something or a lot something? Après avoir consulté l'entourage du président, elle a signé une déclaration sous serment où elle affirme ne pas avoir eu de rapport sexuel avec Bill Clinton. Plus le temps passait, plus Monica Lewinsky se montrait insistante à propos du nouveau poste qu'elle espérait obtenir à New York. Le problème, c'est que si les choses allaient trop vite, on aurait pu penser que Bill Clinton essayait de lui obtenir un nouveau travail pour s'assurer son silence. Début 1998, Bill et Hillary sont partis en vacances aux îles Vierges. Un photographe a utilisé son téléobjectif pour prendre des clichés du couple présidentiel dansant sur la plage. Certaines personnes s'étaient demandé si ce n'était pas une mise en scène pour montrer qu'ils étaient toujours amoureux. On voyait Bill et Hillary qui avaient l'air d'être dans leur petite bulle. Malheureusement pour eux, c'était ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Une information de dernière minute vient de nous parvenir au sujet du juge Kenneth Starr, membre du Parti républicain. Monsieur Starr a été nommé au poste de procureur indépendant en charge de l'enquête dans l'affaire du Whitewater. Kenneth Starr s'était fait un nom dans le cadre du scandale du Whitewater. Il s'agissait d'une transaction immobilière au cours de laquelle Bill et Hillary Clinton auraient poussé des investisseurs à contracter des prêts illégaux afin d'acheter des terres. Tout le monde avait été surpris quand Kenneth Starr avait été nommé procureur indépendant. Il n'avait jamais été procureur, ce n'était pas un spécialiste du droit pénal. Je pense que sa volonté a toujours été de servir l'intérêt général. Et à ses débuts en tant que procureur en 1994, il devait être convaincu que son affaire ne durerait pas plus de 6 mois.
Mais pendant l'enquête du Whitewater, d'autres scandales ont éclaté, dans lesquels Bill ou Hillary Clinton étaient à nouveau impliqués. Il y a notamment l'affaire du Travelgate. Et on a aussi mené des investigations après le décès de Vince Foster, le conseiller de Bill Clinton. Le président n'apparaîtra qu'une seule fois en public aujourd'hui afin de partager son chagrin après le suicide de Vince Foster. Vince Foster était un conseiller juridique adjoint de la Maison-Blanche qui a tragiquement mis fin à ses jours. On a soupçonné un meurtre, mais rien n'a été prouvé. Fin 97, le procès de Whitewater commençait à stagner. Il devenait de plus en plus clair que l'enquête ne mènerait nulle part. Kenneth Starr était sous pression. Il allait bientôt devoir classer ce dossier. Et c'est là qu'il a entendu parler de Monica Lewinsky. On a découvert l'existence de Monica Lewinsky quand on a reçu un appel téléphonique de Linda Tripp. Le fait que le président ait eu une relation extra-conjugale avec cette jeune femme ne nous intéressait pas. Moi, j'estime qu'on devrait permettre et même encourager les présidents à avoir ce genre de liaison. Ce n'est pas ça qui a retenu notre attention. En fait, Linda Tripp, qui est une personne très intelligente et manipulatrice, nous a donné autre chose. Elle nous a révélé que Monica Lewinsky avait menti pour protéger le président et que celui qui lui avait demandé de se parjurer n'était autre que Vernon Jordan. C'est lui qui avait demandé à Monica de mentir dans sa déclaration sous serment. L'équipe de Kenneth Starr a donc immédiatement ouvert une enquête pour savoir s'il y avait également eu entrave à l'exercice de la justice dans l'affaire Paula Jones. Le nom de Paula Jones a été relié à celui de Monica Lewinsky, qui était aussi lié au président. On courait au désastre. Linda Tripp nous a aussi dit qu'elle devait retrouver Monica Lewinsky le lendemain. Nous lui avons donc demandé de porter un micro afin de prouver ce qu'elle venait de nous révéler. Linda Tripp a accepté et elle a retrouvé Monica le lendemain. I feel like we're in the middle of a John Grisham book, frankly. Age, 24, blah, blah, blah. The first is, I know nothing. That's rude. Is there anybody around us? I can stop listening. I can't. Tell me the honest truth, Monica, because this means a lot to me. Has he already said that? What? That someone else knows? Mm-hmm. Yeah. He has said, it doesn't matter what anybody says. You just deny it. The only way that I'm going to get in trouble is if, truthfully, is if you say something. Great. La situation était en train d'empirer à une vitesse vertigineuse. Le jour même, on m'a appelé pour m'informer que le FBI était en train d'enquêter sur l'affaire et que Kenneth Starr menait aussi sa propre enquête. Ça m'a sidéré. Il montait réellement un dossier contre lui et la situation était sur le point d'exploser. Les enquêteurs mandatés par Kenneth Starr ont décidé qu'il était temps d'interroger Monica. Nous voulions savoir si elle était prête à coopérer avec nous et s'il y avait bel et bien eu entrave à l'exercice de la justice. Linda Tripp a proposé à Monica Lewinsky de la retrouver dans le café d'un centre commercial. La jeune femme ne se doutait pas une seconde du piège. Linda m'a dit qu'elle devait retrouver Monica à la terrasse d'un café. Plusieurs agents du FBI étaient déjà sur place. Monica, ne sachant pas que Linda Tripp n'était pas son amie, qu'elle l'avait trahie et enregistrée, elle ne pouvait pas se douter de ce qui l'attendait. Linda Tripp avait un petit carnet dans lequel elle prenait toutes ses notes à l'époque. Et elle a écrit ceci sur Monica. « Nous ne sommes pas dans le même camp. Je me sens chaque jour moins coupable. C'est elle qui choisira de mentir ou pas. » Linda m'a appelé juste avant de retrouver Monica dans ce café. Elle m'a dit « ça y est, je la vois ». Et la communication a coupé. Et nous ne nous sommes plus jamais reparlé. Soudain, les agents du FBI ont envahi la terrasse du café et ils ont conduit Monica dans une chambre d'hôtel. C'est là que j'ai compris qu'il se tramait quelque chose et que j'étais en mauvaise posture. Le FBI voulait que Monica se retourne contre le président et qu'elle leur avoue que Vernon Jordan lui avait promis un poste à New York en échange de son silence sur la liaison qu'elle avait eue avec Bill Clinton. C'était ce qu'ils espéraient entendre, mais ils ont vite déchanté. Elle n'a rien voulu nous dire. Les agents du FBI ont fini par la laisser partir. En sortant du centre commercial, elle a croisé Linda Tripp. Elle savait maintenant que c'était elle qui l'avait trahie. Et elle lui a simplement dit « Merci beaucoup ». Et Linda lui a répondu
Ils m'ont interrogé aussi, ce qui, bien évidemment, était un mensonge. À ce stade, le public ne savait encore rien. Le ciel était en train de s'assombrir au-dessus du président, mais la tempête n'avait pas encore éclaté. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? En janvier 98, avant que le scandale n'éclate. Pour lui dire au revoir? Non, pas du tout. On ne pouvait pas savoir ce qui allait arriver. Demain, les avocats de Paula Jones entendront la déposition du président Clinton. Pour la première fois, un président témoignera en tant qu'accusé. Le 17 janvier, Bill Clinton s'est mis en route pour faire sa déposition devant les avocats de Paula Jones. Mais il ne se doutait absolument pas de ce qu'il attendait. Vous reconnaissez que vous êtes sous serment au moment de répondre à nos questions? Oui. Si le président Clinton avait été au courant des questions qu'on allait lui poser, il aurait changé de stratégie. Il aurait repoussé sa déposition, proposé un règlement à l'amiable, ou il aurait répondu différemment. Et reconnaissez-vous que tout témoignage mensonger sera considéré comme un parjure? Oui. Mais il a campé sur ses positions. Il a affirmé qu'il ne se souvenait absolument pas de Paula Jones. Et un avocat a fini par lui poser une question sur Monica Lewinsky. En dehors de vos avocats, quelqu'un vous a-t-il informé que Monica Lewinsky avait été citée à comparaître? Je ne crois pas. Quand il s'est présenté devant les avocats pour faire sa déposition, la question de Monica ne l'inquiétait pas. Il savait qu'elle avait signé une déclaration sous serment affirmant qu'il ne s'était rien passé. Il lui suffisait de nier, parce que tant qu'elle niait elle aussi, il était sûr qu'il ne lui arriverait rien. Surtout que les avocats lui ont fait une fleur. Ils ne lui ont pas demandé directement si Monica Lewinsky lui avait fait une fellation. La question qu'ils lui ont posée était formulée de manière très alambiquée, ce qui lui a permis de jouer sur les mots et de mentir sur cette relation. Alors qu'une question simple et directe l'aurait forcé à mentir ouvertement. Voici la définition d'un terme que j'utiliserai aujourd'hui. Ce terme, c'est « rapport sexuel ». Les avocats lui ont ensuite demandé si, selon la définition donnée, il avait eu un rapport sexuel avec Monica Lewinsky. Il leur a répondu avec beaucoup d'aplomb qu'il n'avait jamais eu de rapport sexuel avec Monica Lewinsky. Et lui, il pensait que ça s'arrêterait là. Le procureur reconnaît que Mme Lewinsky lui a remis une déclaration sous serment. Dans ce document, elle indique n'avoir eu aucun rapport intime et n'avoir participé à aucun acte sexuel, quel qu'il soit, avec le président Clinton. La définition d'un rapport sexuel donnée par les avocats était on ne peut plus claire. Bill Clinton venait de mentir. Voici ce qui est écrit dans le paragraphe 8. Je n'ai eu aucun rapport sexuel avec le président. Est-ce la vérité? Absolument. Le président des États-Unis s'était parjuré dans une déposition sous serment qui avait été enregistrée. Et c'est ce mensonge qui est à l'origine de tous les événements qui ont suivi. À ce moment-là, je pensais que l'affaire ferait la une de Newsweek le lendemain. Je pensais que la Maison-Blanche était sur le point de vivre un scandale politique qui allait défrayer la chronique et choquer l'opinion publique. Mais les rédacteurs en chef étaient inquiets. Il était tard dans l'après-midi, il fallait prendre une décision au plus vite. On a dû faire un choix, publier ou attendre. On savait qu'une telle affaire pourrait entraîner la destitution du président des États-Unis. On devait être absolument certain de ce qu'on allait dire dans cet article. Et tard cette nuit-là, on a finalement décidé de ne pas le publier. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas osé annoncer aux citoyens que le président avait eu une aventure au sein même de la Maison-Blanche. C'était un coup dur. Nous étions les seuls à avoir autant d'informations sur cette affaire. Personne n'avait parlé à Linda Tripp ou à Lucien Goldberg. Personne ne savait pourquoi Kenneth Starr était impliqué dans l'enquête. Michael Isikoff m'a appelé ce soir-là. Il était furieux. Il m'a dit qu'il n'allait rien publier. Et j'ai décidé d'en parler à Matt Drudge. Je lui ai dit, j'ai un scoop pour toi. Personne n'ose le publier. Ça t'intéresse? Drudge Report, 17 janvier. 1998, 23h32.
Nous venons d'apprendre que le journaliste Michael Isikoff a mené une enquête exceptionnelle que Newsweek n'a finalement pas publiée. Elle concerne une jeune femme de 23 ans qui a eu des rapports sexuels avec le président des États-Unis. Alors qu'elle était stagiaire à la Maison-Blanche. C'est dans une pièce adjacente au bureau ovale Qu'elle aurait satisfait les désirs sexuels du président. Michael Isikoff n'a pas souhaité commenter cette information. Le scandale plane au-dessus de la Maison-Blanche ce matin. Ça a véritablement fait l'effet d'une bombe. Nous vous confirmons que Ken Starr, le procureur de l'affaire du Whitewater, a obtenu l'autorisation d'étendre son enquête. On voulait tout savoir. Nous en apprenons chaque jour un peu plus sur cette liaison. On n'avait pas la moindre idée de la dimension que ça allait prendre. On ne pouvait pas savoir qu'une robe bleue tachée allait mettre en péril la présidence. Nouveaux détails et nouveaux mensonges dans l'affaire Lewinsky. C'était la première fois que des détails aussi salaces étaient dévoilés au grand public. Voici Monica Lewinsky. Monica S. Lewinsky, jurez-vous, était-il coupable ou innocent de dire toute la vérité? Ce qu'on ne savait pas, c'est que ça ne faisait que commencer. Je le jure. Quelle a été votre première réaction en voyant votre nom dans les journaux? Eh bien, j'ai eu très peur. Dès les premières révélations sur ce scandale retentissant, la Maison-Blanche est ébranlée et les gens avides de détails. Michael Isikoff sera l'un des premiers à apporter des éléments de réponse au public. Quelques jours plus tard, Newsweek publie son article en ligne. Le magazine n'avait jamais traité une affaire aussi importante sur Internet. Et ce n'est que le début. Monica Lewinsky, Linda Tripp et tous les acteurs de cette affaire sont désormais sous le feu des projecteurs. Et les conséquences seront désastreuses pour Bill Clinton. C'est ce que vous découvrirez dans le prochain épisode de Révélation. À très bientôt. C'était de revenir sur ce qui s'était passé et de tout faire pour semer la confusion dans l'esprit des gens. On s'est tous réunis dans le bureau du directeur de campagne. C'est là qu'on nous a dit qu'on devait contre-attaquer. Et c'est ce qu'on a fait. La course à la présidence était en jeu. Ils ont dû accepter d'accorder à la presse une interview de 60 minutes avec Clinton. Elle affirme avoir eu une relation avec vous pendant 12 ans. Et pour appuyer ses propos, elle a fait part de quelques anecdotes à la presse. C'est totalement faux. Ils sont allés droit au but. On a eu des problèmes dans notre mariage. Je pense que les Américains savent de quoi on parle. On ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, Hillary a pris la parole. Je n'accompagne pas ici mon mari comme une petite femme fragile. Je suis là parce que je l'aime, parce que je le respecte, que j'assume son passé et les problèmes inhérents à tout mariage. Cet instant a fondamentalement marqué l'histoire de la politique américaine. Sans cette interview, je ne pense pas qu'il aurait pu s'en remettre et obtenir la nomination du parti. Le scandale Jennifer Flowers annonçait clairement les prémices d'une tempête qui allait affecter les Clinton et le pays tout entier. Tout le monde était d'accord sur la stratégie. Il fallait aller au combat. C'est ce qu'ils ont fait. Je vais vous le répéter. Vous avez été choqué par l'histoire de Monica? Bien sûr. Et je me suis aussi dit que c'était une bonne chose parce que cela prouvait que je n'avais rien inventé et que l'histoire se répétait au sein même de nos institutions. Washington a aujourd'hui fait l'objet d'accusations explosives et le président s'est dit scandalisé. Ironie du sort, l'histoire a été révélée un jour où le président était en conférence de presse. Jim Lehrer de PBS était l'un des journalistes présents. On pensait que la Maison-Blanche allait suspendre les questions, mais le président a voulu continuer. Ken Starr, procureur indépendant, enquête sur vous concernant une accusation de subornation de témoins. Vous auriez encouragé une jeune femme de 24 ans, ancienne stagiaire à la Maison-Blanche, à mentir sous serment. Et cela dans le but de cacher votre liaison. Monsieur le Président, est-ce vrai? C'est faux. C'est totalement faux. Je n'ai jamais demandé à personne de dire autre chose que la vérité. Il n'y a aucune relation inappropriée. On voit bien dans cette interview qu'il utilise le présent de l'indicatif. Ça n'a pas échappé d'ailleurs à un certain nombre de personnes. Il n'y a aucune relation à ce moment-là, d'accord. Mais s'est-il passé quelque chose avant?
Il avait bien réfléchi à ce qu'il allait dire. Ce moment avec Jim Lehrer a été très instructif. J'essaie de contrôler mes impulsions naturelles et de me remettre au travail. Si vous regardez l'interview plus attentivement, le président semble très mal à l'aise. Il baisse le regard. D'habitude, il fixe les gens droit dans les yeux. Ça m'a alerté. On sentait bien qu'il se passait quelque chose. Bill a consulté son ami Harry Thomason, producteur à Hollywood, et celui-ci lui a dit que ça sonnait faux et qu'il avait intérêt à revenir sur sa déclaration. C'est exactement ce que Clinton a fait 5 jours plus tard. Bienvenue à la Maison-Blanche. Merci d'être tous là pour accompagner le président et le vice-président. Donc, le lundi suivant, le président organise une conférence à la Maison-Blanche autour du thème de l'éducation. C'était un événement sur mesure. Merci à tous. Merci. Je représentais un groupe de reporters et j'ai constaté que j'étais le seul à travailler pour la télévision dans la pièce. Nous avons vécu une année historique en matière de réforme éducative. Donc tout le monde est à son poste. Les micros sont en place, les caméras tournent, Hillary est debout à ses côtés. Je dois continuer à travailler sur mon discours de l'État de l'Union. J'ai travaillé assez tard la nuit dernière. Il se jette tête baissée dans l'arène. Mais j'ai encore une chose à dire au peuple américain. Écoutez-moi bien, je vais le répéter. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Mademoiselle Lewinsky. En prononçant ces mots, il me regarde droit dans les yeux, car j'étais juste à côté de la caméra. Je n'ai jamais demandé à quiconque de mentir, pas une seule fois. J'ai hurlé sur le plateau. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes en train de vous passer la corde au cou. Ces allégations sont fausses. À présent, je dois retourner travailler pour le peuple américain. C'est devenu un grand moment de l'histoire de la télévision américaine. Je me suis dit, c'est terminé, il est fichu. Après ce qu'il vient de dire, il n'a plus aucune chance. Comment pourrait-il réussir à se sortir de là? Quand vous pointez du doigt le peuple américain, vous avez plutôt intérêt à dire la vérité. Sinon, vous le paierez. Considérant les faits, ce n'est probablement pas ce que j'aurais recommandé. Comment avez-vous réagi à cette déclaration? Qu'il ne s'était rien passé entre vous? Eh bien, d'un côté, je ne voulais vraiment pas qu'il perde son poste, mais d'un autre côté, je dois dire que j'ai été assez blessée par ses propos. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme. Pour parler avec une telle emphase, une telle colère, une telle émotion, il doit forcément dire la vérité. Le président Clinton a formellement démenti aujourd'hui les accusations qui menacent son mandat. Ça sonnait comme une fin de combat. Mais ce n'était pas le cas. Toute sa défense a pris un tournant très intéressant, et en grande partie grâce à Hillary Clinton. Le lendemain du démenti du président, Hillary se rend seule au Today Show. On ne pouvait pas annuler, parce qu'on aurait eu l'air de cacher quelque chose et de donner du crédit à toute cette histoire. Pour elle, il n'en était pas question. Elle n'avait qu'un mot en tête, combattre. La seule chose à retenir, pour tous ceux qui chercheraient désespérément un sujet à commenter, c'est l'acharnement orchestré par la droite dont mon mari fait l'objet depuis le premier jour où il a annoncé sa candidature. En utilisant ces mots, acharnement orchestré par la droite, c'était comme si elle réécrivait tout d'un coup l'histoire à sa façon. Elle était parvenue à transformer le scénario sordide de l'affaire entre Monica Lewinsky et son mari en un vaste complot dont le président serait la cible. Il était évident qu'il s'agissait d'une accusation infondée qui s'ajoutait à une longue liste de calomnies du même genre. J'en avais moi-même fait les frais maintes fois par le passé. Elle n'avait pas totalement tort. Il y avait effectivement une cabale contre Clinton organisée par la droite républicaine. Mais elle était dirigée contre un coupable. Si elle n'avait pas défendu son mari comme elle l'a fait, je pense que le mouvement féministe l'aurait laissé tomber. Elle l'a sauvé. Sans cette intervention, je ne sais pas où il serait aujourd'hui. Au moment où l'affaire commençait à peine à remonter à la surface, il a fallu qu'il s'adresse au pays pour le fameux discours sur l'état de l'Union. Monsieur le Président des États-Unis,
Je me souviens m'être fait cette réflexion. Il ne peut pas s'adresser au pays comme si de rien n'était, alors qu'il se trouve au beau milieu d'un scandale. Est-ce qu'ils allaient applaudir ou pas? La présidence ne tenait qu'à un fil. Mesdames et messieurs, l'état de l'Union est solide. Dès l'instant où ils se sont mis à applaudir à l'ouverture de la cérémonie, j'ai su qu'il s'en sortirait et que son mandat ne serait pas remis en cause. Du moins pour le moment. Il ne reste que 700 jours à vivre au XXe siècle. Nous n'avons pas de temps à perdre. Après le discours de Bill Clinton, je me suis dit, mission accomplie. Il va gérer la suite d'une main de maître, comme il a mené sa campagne. Et il va s'en sortir. Je suis comme vous. Kenneth Starr avait une seule et unique préoccupation, faire craquer Monica Lewinsky. Ça a été difficile de témoigner. Voulez-vous sa démission? Je voudrais qu'il renonce à sa fonction s'il est avéré qu'il l'a effectivement incité à mentir dans sa déposition. Ce serait illégal. Et la dernière chose dont nous avons besoin, c'est d'un président qui agirait de la sorte. Il m'a bien encouragé à le faire. Alors pourquoi pas elle? Le procureur indépendant chargé de l'affaire du Whitewater a pris ces allégations contre le président très au sérieux. Moins d'une semaine après la révélation de toute l'histoire au public, un grand jury fédéral a été désigné pour tirer au clair ce qui s'était réellement passé à la Maison-Blanche. On a agi comme n'importe qui en charge d'une enquête fédérale aurait eu à le faire. On a vérifié si le président n'avait réellement jamais été seul avec cette femme dans la Maison-Blanche, comme il l'avait affirmé. On a interrogé tous ceux qui pouvaient en avoir été les témoins. Betty Currie, la secrétaire du président. Marcia Lewis, la mère de Monica Lewinsky. Linda Tripp au Pentagone. Je suis comme vous. Exactement comme vous. Je suis une Américaine moyenne, impliquée malgré moi dans une situation dont je ne suis pas responsable. Les gens ont défilé les uns après les autres. Alors soit Kenneth Starr était un abruti qui avait décidé pour le plaisir de convoquer tout le monde devant le grand jury au 1600 Pennsylvania Avenue, soit il avait de sérieuses raisons pour agir de cette façon. On ne profane pas impunément le temple de la justice. Dans un premier temps, Starr était entièrement concentré sur un objectif bien précis, faire craquer Monica Lewinsky. Il voulait la pousser à dire la vérité sur sa relation avec Bill Clinton et par conséquent la retourner contre lui. Elle voulait l'immunité. Pourquoi n'avoir rien dit? Je ne savais pas ce que je risquais, si j'allais être poursuivie ou bénéficier d'une immunité. À ce stade, ce qui importait le plus à ma famille comme à moi-même, c'était de bien comprendre les conséquences légales auxquelles je m'exposais si je parlais. Après de longues et âpres négociations, Monica Lewinsky a fini par obtenir l'immunité qu'elle demandait. Elle allait donc à présent témoigner devant le grand jury. C'était l'événement médiatique de l'année. Monica Lewinsky en personne est arrivée ce matin à la Cour fédérale pour témoigner devant Kenneth Starr et ses collaborateurs. Elle est restée 9 heures sur place et elle a fini par reconnaître avoir eu un certain type de relation sexuelle avec le président. Ça a été difficile de témoigner. Bien sûr que ça a été très dur pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas repensé à tout ce qui s'était passé à cette époque et que je n'avais pas eu à gérer toutes ces émotions qui me submergeaient. C'était très stressant. Je vous demande d'accueillir le président des États-Unis. Pendant ce temps-là, le président Clinton, dans son coin, comme si de rien n'était, débat du problème du contrôle des armes à feu. Ce jour-là, Bill Clinton tenait une conférence publique dans la roseraie, comme tous les présidents ont coutume de le faire. Et il portait une cravate que Monica Lewinsky reconnaîtra plus tard comme un cadeau qu'elle lui avait offert. Elle a interprété le fait que le président choisisse de porter cette cravate comme un message signifiant qu'il était toujours de son côté et qu'il fallait qu'elle reste forte. Selon Clinton, bien sûr, ce choix était le pur fruit du hasard. Je ne me souviens pas qu'elle m'ait offert cette cravate. Et je n'aurais jamais pensé à ça au moment de la choisir.
Croyez-vous que sans cette robe, le président n'aurait jamais avoué cette relation? Vous êtes sérieux? Oui, répondez-moi. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes. Deux choses bien précises ont mis un terme à la fuite en avant de Bill Clinton, en le contraignant à assumer ses actes et à arrêter de mentir. Il s'agit d'une part de la qualité du témoignage de Monica Lewinsky, à la fois clair et précis, et d'autre part la pièce essentielle, la preuve irréfutable, la fameuse robe bleue. Pourquoi Monica a-t-elle gardé cette robe? Comme je l'ai dit devant le grand jury, c'est moi qui lui ai conseillé de la garder pour sa propre sécurité. Elle avait donc peur. Je pense, oui. Cette robe qu'elle avait conservée sur les conseils de Linda Tripp était couverte de taches de sperme. La question était de savoir s'il s'agissait de celui de Bill Clinton. Les procureurs se sont rendus à la Maison-Blanche et ils ont assisté à la prise de sang du président. Il n'y a pas de mot assez fort pour décrire l'importance que représente cette robe en tant que preuve. Grâce à cette seule pièce à conviction, on a pu établir de manière irréfutable qu'ils avaient bien eu une relation sexuelle. Je suis persuadé que sans cette robe, Bill Clinton serait encore aujourd'hui en train de démentir toute liaison. À partir de là, Clinton savait qu'il n'y avait plus d'issue possible. Il ne pouvait plus nier l'évidence. Bonsoir. Cet après-midi, dans cette pièce, sur cette chaise, j'ai témoigné devant le bureau du procureur indépendant et le grand jury. Était-ce une relation à sens unique, comme certains ont pu le dire? En d'autres termes, vous donniez et il recevait. C'est absolument faux. Et je crois qu'il s'agit là d'un malentendu qui, je l'espère, finira par être définitivement dissipé un jour. Il donnait autant qu'il recevait, donc. Je ne peux pas être plus explicite. Nous étions mutuellement impliqués dans cette relation, sur le plan physique comme sentimental. Vous regardez Révélation. Je suis Hill Harper. Août 1998, le président Clinton a été cité à comparaître pour entrave à l'exercice de la justice et parjure devant le grand jury. Son ADN l'ayant trahi, il ne pouvait plus continuer à nier les faits. Ce scandale au sein de la Maison-Blanche s'est transformé en véritable saga, qui a été riche en rebondissements. Selon vous, pourquoi n'a-t-il pas eu des relations sexuelles, disons, classiques avec mademoiselle Lewinsky? Elle était tout à fait disposée à le faire. Alors que nous étions ensemble depuis quelques années déjà, Bill est venu me voir un soir. Il avait trouvé un passage de la Bible qui lui laissait penser que le sexe oral n'était pas considéré comme un acte relevant de l'adultère. Je lui ai répondu que c'était totalement absurde et que je n'avais pas envie de débattre de ce sujet avec lui. Mais au fond, je pense qu'il y croyait vraiment. Et j'imagine qu'il devait sincèrement se dire qu'il ne faisait rien de mal, finalement. La session du grand jury est ouverte. On a eu de très longues discussions, d'abord sur la pertinence d'aller témoigner. Fallait-il le faire? Fallait-il réclamer un privilège, invoquer le 5e amendement? Le président a rejeté toutes ces possibilités. Le peuple américain aurait de toute façon vu d'un très mauvais œil toute tentative d'éviter le grand jury. Jurez-vous solennellement de dire la vérité, rien que la vérité, devant ce grand jury ici présent? Je le jure. Bill Clinton a insisté pour que sa déposition soit filmée. Ce n'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue sur le plan politique. Parce que cette vidéo dans laquelle il témoigne dans cette affaire a fini par devenir l'un des principaux moments emblématiques de son mandat. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Pouvez-vous décliner votre nom, s'il vous plaît? William Jefferson Clinton. Certains ont cherché à diaboliser Kenneth Starr en disant que son unique obsession était de détruire la carrière du président. Mais ces gens-là ignorent un point essentiel. Quand Bill Clinton s'est assis sur sa chaise et a prêté serment, il connaissait dans les grandes lignes tout ce que le procureur savait. Le procureur avait pourtant prévenu le président, et il n'était d'ailleurs absolument pas obligé de le faire. Il lui avait dit « Ne mentez pas devant le grand jury ». On sait ce qui s'est réellement passé. Je n'aurais pas voulu être à la place des avocats de Jones. Je déplore ce qu'ils ont fait. Est-ce que je voulais que tout cela arrive? Non. Est-ce que ça m'a embarrassé? Oui. On a commis une énorme erreur. On a accepté une limite de 4 heures pour son témoignage.
On savait que le président fournirait des réponses très longues. Il est très bon pour ça. Du coup, on n'a pas pu poser toutes les questions qui nous auraient permis d'aller vraiment au fond de l'affaire. J'ai eu un comportement répréhensible. Ces rencontres n'ont pas donné lieu à des relations sexuelles. Il ne s'agissait pas de relations sexuelles selon la définition que j'avais de ce terme lors de ma première déposition le 17 janvier 1998. Mais il y a bien eu une relation et des contacts intimes inappropriés. Toute sa défense reposait sur le fait que, selon sa propre définition du sexe, il n'avait pas eu de telle relation avec Monica. Je lui ai dit, vous saviez qu'il s'agissait d'un mensonge quand votre avocat a affirmé « il n'y a aucune relation sexuelle entre eux ». C'est à ce moment-là que le président s'est penché vers moi et a répondu « Eh bien, ça dépend de ce qu'on entend par le terme « il n'y a ». Les conseillers du président ont rapporté qu'il était à la fois contrit et confiant et qu'il désirait par-dessus tout passer à autre chose. À partir du moment où il témoignait, il devait des excuses aux Américains. Nous allons vivre ce soir un épisode crucial de notre histoire. Dans 1 heure, le président Clinton va s'adresser à la nation en direct depuis la Maison-Blanche. À l'heure qu'il est, le président doit sûrement être enfermé dans une pièce et travailler d'arrache-pied sur son discours. Il va continuer comme ça jusqu'au direct. Antenne dans 5 secondes. Bonsoir. Cet après-midi, dans cette pièce, sur cette chaise, j'ai témoigné devant le bureau du procureur indépendant et les membres du grand jury. J'ai répondu honnêtement à leurs questions, y compris des questions sur ma vie privée, auxquelles aucun citoyen américain n'aurait envie de devoir répondre un jour. Les excuses du président étaient pour le moins bizarres. Il a simplement reconnu avoir eu un comportement inapproprié. J'ai eu une relation avec Mademoiselle Lewinsky qui n'était pas appropriée. Je dirais même que je me suis mal conduit. J'ai induit des personnes en erreur, y compris mon épouse. Et je le regrette sincèrement. En écoutant son discours, on se rend compte qu'il parle comme quelqu'un qui est forcé d'admettre quelque chose qui manifestement l'embarrasse. Je peux seulement vous dire que j'ai été motivé par plusieurs facteurs. D'abord, la volonté de me protéger de l'embarras que m'a causé ma propre conduite. Il faut bien une raison pour mentir. Celle de Clinton, c'est qu'il se sentait attaqué. Désormais, cette histoire ne concerne plus que moi et les 2 personnes que j'aime le plus, mon épouse et notre fille, et Dieu. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Votre avis? Il a été obligé d'admettre son erreur. Il a dit qu'il avait menti à sa femme et au peuple américain. Après son discours, je l'ai rejoint avec quelques personnes dont Hillary et Chelsea. Hillary est censée l'avoir aidé à préparer son discours. C'est inimaginable. Je la connais depuis près de 30 ans et je peux vous dire que je ne l'ai jamais vue aussi en colère et déprimée qu'elle ne l'a été pendant toute cette période. Je me suis dit que s'il n'avait pas été président et première dame, elle l'aurait quitté. Le jour suivant, la famille part en vacances d'été à Martha's Vineyard. Il y a eu cette marche vers l'hélicoptère. Chelsea prend bien soin de se placer entre son père et sa mère qu'elle tient par les mains. Un moment très fort. Cette image de Chelsea qui les maintient ensemble au sens propre et au sens figuré est saisissante. Il a vraiment fallu que je me demande comment j'allais bien pouvoir continuer. Il y avait d'une part cette épouvantable trahison personnelle à laquelle j'avais à faire face en tant que femme et épouse, et d'autre part, le fait qu'il était aussi mon président. Et je me suis dit que ce qu'on lui faisait subir était totalement disproportionné. Washington a connu une journée particulièrement étonnante, certains diront même choquante. Le rapport des procureurs indépendants a été rendu public. On peut y lire des témoignages selon lesquels elle aurait fait au président, je le cite, une fellation. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que dans ma déposition lors de mon premier témoignage, je n'ai pas eu l'air assez contrit. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une bonne façon d'avouer que j'ai commis un péché. Aujourd'hui à la une, le rapport de Canestar. Nous pouvons dire que nous vivons une journée inédite dans l'histoire de Washington.
À l'issue de ces investigations, Starr révèle 11 raisons d'invoquer l'impeachment. Entrave à la justice, parjure, la liste était remplie d'accusations très graves. Le transfert du rapport s'est fait sous escorte policière depuis le bureau de Kenneth Starr jusqu'au Capitole. Il s'agissait de détails vraiment très crus sur les différents moments où Bill Clinton et Monica Lewinsky se sont retrouvés dans l'intimité. Ça mettait mal à l'aise. Le rapport de Kenneth Starr est composé de 445 pages, remplies de propos minutieusement argumentés, de détails scabreux et de descriptions très crues. Candy Crowley était notre correspondante. Elle était assise devant un ordinateur et elle devait lire à haute voix le rapport Starr, incluant bien entendu les passages les plus embarrassants. On va y aller page par page. Donc là, je lis qu'il a touché son sexe à travers sa culotte et lui a procuré un orgasme à 2 reprises. C'était une situation extrêmement inconfortable. On n'avait jamais évoqué ce genre de choses à la télévision. Dans certains passages, elle fait une fellation au président qui discute avec un parlementaire au moment de l'arrêt des activités gouvernementales. C'était très choquant. Un soir, au cours d'un coup de fil coquin, elle rapporte que le président se serait endormi en pleine conversation. J'ai hâte de revenir à des sujets plus politiques. Après ça, je me suis retrouvé avec un groupe d'écoliers. Et ils m'ont dit qu'ils avaient tout entendu. Je me souviens du passage où il prélève ce truc d'ADN sur la robe de Monica Lewinsky. Cela vous a-t-il contrarié de voir toutes ces informations d'ordre sexuel dans le rapport? Tous ces détails crus? Oui, évidemment. C'était très humiliant de devoir donner toutes ces précisions sous serment. Comme simplement devoir faire une déposition et qu'on me pose toutes ces questions sur ma vie intime. Mais l'idée que l'ensemble de ces informations ait été divulguées au public comme ça, et savoir que les gens ont tout lu, c'est juste... Je comprends. C'est comme se retrouver nu devant tout le monde. Vous pouvez consulter le rapport dans son intégralité sur CNN.com. Je n'ai pas été à la hauteur, mais j'ai fait en sorte de me ressaisir. Et je suis déterminé à ce que ça ne se reproduise jamais. L'objectif principal était de surmonter ce scandale. Plusieurs stratégies ont été proposées. L'une d'entre elles consistait à tout faire pour que le public continue à croire en la capacité du président à gouverner. La phrase qu'on ne supportait plus d'entendre, c'était « On ne répondra pas à cette question parce qu'on est trop occupé à gérer les intérêts du peuple. » Je dois m'occuper des intérêts du peuple. Les intérêts du peuple. Les intérêts du peuple. Les intérêts du peuple. C'était une formule d'accroche très efficace et ça a eu son effet sur les gens. Les Américains ont tout de suite saisi l'enjeu de cette affaire. Ils ont compris qu'il s'agissait d'un problème de couple comme dans n'importe quel mariage et que le plus important, c'était le travail que Bill devait faire en tant que président. Après, seuls 40% des gens pensaient du bien de l'homme, mais 60% appréciaient le président. Les républicains étaient à l'affût, persuadés que tout le monde était révolté par l'attitude de Clinton. Franchement, on dirait du porno soft. Ils sont allés trop loin. Au bout d'un certain temps, le public a commencé à se lasser. Il se demandait pourquoi on continuait à parler encore de cette affaire. La plus grande erreur des républicains, ça a été d'utiliser ce scandale comme fondement de leur demande de destitution du président. Le débat sur la procédure d'impeachment démarre dans moins de 2 heures. Nous devons rester soudés comme une famille. Si vous voyiez Monica, Eh bien, vous vous excuseriez? je savais pertinemment que la cabale contre le président dépassait totalement le cadre défini par la Constitution. On était manifestement en dehors des limites légales clairement définies par ses fondateurs et dont tout le monde avait connaissance. Ce n'est que plusieurs semaines après avoir reçu le rapport du procureur Kenneth Starr que la procédure d'impeachment a pu être enclenchée au Congrès. Jusque-là, il n'y avait eu qu'un précédent. Il s'agissait de Richard Nixon en 1974. À l'époque, le comité judiciaire de la Chambre des représentants avait lancé la procédure et l'un des membres partie prenante dans ce comité n'était autre que la jeune Hillary Rodham. À l'époque, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle était en train de participer à une action qui serait utilisée par la génération suivante pour tenter de destituer son propre mari. La piété, les larmes, le manque de lucidité et la culpabilité ne peuvent minimiser ce que j'ai fait. Les conséquences publiques de mes actes se trouvent entre les mains du peuple et de ses représentants au Congrès.
Décideront-ils que des erreurs de vocabulaire et une conduite répréhensible nécessitent des sanctions et des blâmes? Je suis prêt à l'accepter. Les débats font rage au Capitole après les accusations, les preuves multiples et les arguments recueillis dans le rapport Starr. Il s'agit de décider de l'éventuelle destitution du président William Jefferson Clinton. Une résolution en vue de destituer William Jefferson Clinton, président des États-Unis, pour crimes et délits. Chaque président qui triche avec les institutions doit être démis de ses fonctions. Mon Dieu, mais quel genre de pays sommes-nous devenus? Nous devons rester soudés comme une famille, une chambre, une famille, le Congrès américain, la famille américaine. On était scotchés à notre poste de télé comme tout le monde. Le président se trouve dans sa résidence. Je me disais que j'étais dans le carré d'or pour assister à un tournant de l'histoire. C'est maintenant aux membres de la Chambre des représentants de voter selon leur conscience, en suivant la Constitution et la loi, qui me semble très claire à ce sujet. Pour ma part, je n'ai et je n'ai jamais eu l'intention de démissionner. Le Congrès a adopté la résolution de destitution du président Clinton en s'appuyant sur les accusations de parjure et d'entrave à l'exercice de la justice. Le président William Jefferson Clinton est désormais le deuxième président de l'histoire des États-Unis contre lequel est entamée une procédure de destitution après un vote au sein de la Chambre des représentants. Ensuite, c'est le procès. Le procès au Sénat ne laissait planer absolument aucun doute. Il était évident qu'il serait impossible de recueillir les 66 voix nécessaires pour faire tomber Bill Clinton. Ça représentait les 2/3 du Sénat. Il a donc été voté et statué que William Jefferson Clinton, ici présent, est acquitté des charges mentionnées dans les articles précités. On a tous notre propre opinion sur le président, mais notre système d'impeachment est complexe. On savait que ce serait un combat difficile et il est terminé. Paula Jones, quelle est votre réaction après le vote du Sénat? Eh bien, je dois dire que je suis assez déçue. Nous avons appelé le président pour lui dire que tout était réglé. Et il nous a demandé s'il devait faire une déclaration. En effet, il était important de marquer le coup. Je veux redire au peuple américain à quel point je suis désolé et je regrette ce que j'ai dit et fait. À cause de mes actes qui sont devenus publics, j'ai fait porter un lourd fardeau au Congrès et aux Américains. Cela peut être, et cela doit être, le temps de la réconciliation et du renouveau pour les États-Unis. Merci. Monsieur, pouvez-vous pardonner et oublier? Je pense que toute personne qui demande pardon doit aussi être prête à pardonner. Vous n'êtes pas vindicatif? Il y a eu tellement d'occasions de faire en sorte d'empêcher que tout ça arrive. La première, en 1991, quand Bill Clinton convoque Paula Jones dans sa chambre d'hôtel. Y avait-il eu un arrangement à l'amiable entre les parties? Clinton avait-il dit la vérité dans sa déposition? Est-il possible qu'il ait menti après ça? Il aurait pu épargner au pays tous les tourments qu'il a causés. Monsieur le Président, pouvez-vous nous faire part de vos pensées pour mettre un point final à cette affaire? Ironie du sort, Bill Clinton est le personnage politique qui a eu le moins d'impact dans toute l'histoire de notre pays. J'espère que les efforts que j'ai faits et que je continue à faire tous les jours dans mon foyer et au travail porteront leurs fruits. Bill Clinton a été un très vilain garçon. Il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, il a été pris la main dans le sac. Cela a été dur pour toutes les personnes impliquées. 73% des personnes interrogées considèrent Kenneth Starr comme le grand perdant du procès Clinton. Que pensez-vous de ces chiffres? Starr a démarré l'enquête en pensant qu'il allait être considéré comme un héros. Et finalement, il en est ressorti comme un personnage qui avait pris parti pour l'opposition. Ce que j'en pense, c'est que les juges et les avocats ne devraient pas se laisser influencer par les sondages d'opinion.
Il était au département de la justice en lice pour la Cour suprême. Et puis, on lui a demandé d'accepter cette charge de procureur qui a en réalité détruit sa carrière. Il sera le méchant jusqu'à la fin de ses jours. Vous pensez avoir changé ce pays, du moins cette présidence? Non, ce que je veux dire, c'est que, et j'en suis désolée, pour moi, il a terni la présidence et le pays s'en rend compte. Linda s'est mariée. Ils vivent dans une petite ville de Virginie où ils ont acheté une boutique. Et elle a une vie très agréable. Si vous croisiez Monica, eh bien, vous vous excuseriez? je la prendrai dans mes bras. 20 ans plus tard, avec le recul, je dirais que Monica Lewinsky est celle qui a payé le prix le plus fort dans cette affaire. Elle en a subi les conséquences pendant très longtemps. Je pense tout simplement qu'on m'a utilisée à des fins politiques. Elle l'a payé très cher et ça mettra du temps à s'effacer. Je me sens coupable à cause de ça. Alors j'espère qu'elle s'en sortira. Pensez-vous avoir inscrit votre nom dans l'histoire? Vous allez figurer dans les manuels scolaires. Je ne vais pas nier avoir participé à quelque chose qui va laisser une trace. Ce serait malhonnête de ma part. Mais j'essaie de ne pas donner trop d'importance à tout ça, parce que ça me dépasse complètement. Et j'espère qu'avec le temps, mon nom s'effacera peu à peu des livres d'histoire, pour finir par ne figurer que sur une simple note en bas de page. Les Clinton font aujourd'hui partie des couples les plus influents du monde. Monica Lewinsky a essayé de tourner la page. Elle a décroché un diplôme universitaire et elle écrit pour un grand magazine. Récemment, elle est devenue une porte-parole de la lutte contre le harcèlement sur Internet et se présente elle-même comme le patient zéro. À bientôt.